Le fléau prend la mer, origine et propagation mortelle depuis l'Asie. L'histoire de la peste noire ne commence pas en Europe. Elle débute bien plus à l'est, dans les centres commerciaux animés d'Asie, où les marchands, les caravanes et les navires transportaient bien plus que de la soie, des épices et des trésors. Ils transportaient un passager silencieux, une minuscule bactérie qui allait bientôt changer le cours de l'histoire. Voici le récit de la manière dont une maladie a traversé les continents, semant la dévastation sur son passage, et pourquoi suivre son trajet peut sembler étrangement hypnotique, comme l'ombre d'un spectre qui traverse les siècles. Si cette histoire vous captive, même un peu, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Notre objectif est d'atteindre 1000 mentions « J'aime » pour honorer la résilience de ceux qui ont survécu. Au début du XIVe siècle, les villes prospères de Chine et d'Asie centrale connaissaient un essor spectaculaire. Les marchands parcouraient de longues distances le long de la route de la soie, échangeant marchandises et nouvelles d'un empire à l'autre. Pourtant, parmi les trésors et les pièces d'argent se cachaient des rats, et avec eux des puces, minuscules porteuses de la bactérie Yersinia pestis. Ce passager invisible allait entraîner l'humanité dans un voyage que personne n'aurait pu imaginer. On pourrait croire qu'une maladie resterait confinée, mais les routes commerciales étaient comme les artères du monde, faisant circuler à la fois la vie et la mort à travers les continents. Et comme nous le verrons plus tard, la vitesse à laquelle la peste se propageait rendrait même les épidémies modernes presque lentes. Les cités côtières de la mer Noire devinrent les premières portes d'entrée de l'Europe. Les armées mongoles, elles-mêmes frappées par la maladie, l'ont propagée involontairement au fil de leur campagne, rappelant cruellement que les humains transportent souvent la catastrophe sans le savoir. L'un des récits les plus glaçants de cette époque parle du siège d'une ville portuaire. Les cadavres de victimes de la peste furent catapultés par-dessus les murailles pour contaminer les défenseurs. Cela ressemble à une scène d'horreur, mais cela montre à quel point la propagation était impitoyable et sans relâche. Et il n'y avait pas que la guerre. Les déplacements des marchands, des marins et même des pèlerins transformèrent la peste en véritable voyageuse du monde. Lorsque les premiers navires atteignirent les ports méditerranéens, la maladie avait déjà tracé une voie invisible à travers déserts, montagnes et rivières. Chaque quai, chaque marché grouillant devenait un foyer potentiel. Gênes, Venise et d'autres centres du commerce accueillirent, sans le savoir, la mort à bord de leurs navires. Les marchands arrivant de ports lointains apportaient plus que des marchandises. Ils apportaient la maladie, souvent invisible jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Cette propagation initiale posa les bases de la panique, de la peur et du bouleversement social que l'Europe allait connaître dans les années suivantes. Ce qui rend ce chapitre de l'histoire particulièrement troublant, c'est la manière dont la curiosité et l'ambition humaine, ce désir de commerce, de richesse et de contact, devinrent les complices involontaires de la catastrophe. Nous verrons plus tard comment les villes tentèrent de se mettre en quarantaine, comment les médecins inventèrent d'étranges remèdes, et comment la superstition et la peur prirent-ils le dessus sur la vie quotidienne. Mais tout commença ici, avec des navires quittant l'Asie, leurs cales remplies de marchandises, de rats et d'un tueur invisible. Quand on y pense aujourd'hui, il y a quelque chose d'hypnotique dans le fait de retracer le chemin de la peste. D'une ville asiatique lointaine jusqu'aux ports bondés d'Europe, c'est une histoire de mouvement, de hasard et de coïncidences mortelles. Et en suivant ce parcours, on commence à voir des schémas se dessiner, des vagues d'infections, des réactions humaines et les germes de changements à long terme. C'est une histoire qui semble sans fin, mais qui nous enseigne combien notre monde a toujours été interconnecté, même sous ses aspects les plus terrifiants. Alors, tandis que nous avançons dans ce récit de navires, de commerce et des premiers chuchotements mortels de la peste noire, gardez en tête ce bouton « J'aime ». 1000 mentions « J'aime » honoreront la mémoire de ceux qui ont péri et nous lancerons vers les chapitres suivants. Les ports européens en panique, les tueurs invisibles et les histoires humaines de ceux qui ont survécu contre toute attente. Mettons les voiles et suivons la peste depuis ses origines jusqu'aux rivages, qui ne seraient plus jamais les mêmes. Docteur contre la mort. Remèdes étranges et traitements ratés. Les rues étaient silencieuses d'une manière qui paraissait contre nature, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Et au milieu de cette horreur silencieuse, marchèrent des hommes vêtus d'étranges habits, tenant des bâtons et portant des masques en forme d'oiseaux. C'étaient les médecins de la peste, la réponse désespérée de l'humanité face à une maladie que personne ne comprenait vraiment. Mais ce qu'ils tentaient,
comme tous les autres guérisseurs de l'époque, faisaient souvent plus peur que de bien. Les connaissances médicales au milieu du XIVe siècle étaient un enchevêtrement de superstitions, de vieux textes et de tâtonnements. On croyait que la peste était causée aussi bien par l'air vicié que par l'alignement des étoiles. Alors, quand les malades fiévreux criaient de douleur, les médecins se tournèrent vers des remèdes qui nous paraissent aujourd'hui absurdes, mais qui leur semblaient parfaitement logiques. La saignée, pratique courante à Florence et dans d'autres villes italiennes pendant la peste noire, consistait à drainer à répétition le sang d'un patient pour rétablir l'équilibre des humeurs du corps. Souvent, au lieu de guérir, elle précipitait la mort, rendant les patients plus faibles et plus vulnérables. D'autres traitements étaient encore plus dangereux. On appliquait sur les bubons, ces ganglions enflés et douloureux signes de l'infection, des cataplasmes faits de vipères écrasées, d'herbes ou même de mercure. Des chroniqueurs anglais notaient les brûlures atroces causées par ces onguents au mercure, preuve sinistre de la détresse et de l'ignorance. Et puis, il y avait les mesures de protection qui semblèrent plus théâtrales que pratiques. Les célèbres masques à bec des médecins de la peste n'étaient pas des accessoires de mode. Ils étaient bourrés de substances aromatiques comme de la lavande, de la myrrhe, du romarin ou du camphre, censés purifier l'air respiré. L'une des premières utilisations systématiques de cet accoutrement vient de Charles Delorme, médecin français en 1620, qui combina longue robe cirée, gants, bottes et masque à bec pour tenter de se protéger du miasme, c'est-à-dire de l'air corrompu. Ces habits donnaient l'illusion de sécurité, mais en réalité, ils n'offraient qu'un réconfort psychologique. Beaucoup de médecins eux-mêmes succombèrent à la peste, révélant à quel point leur savoir était limité. Certains praticiens se tournaient vers le feu et la fumée, brûlant bois aromatique, encens ou même des chiffons trempés dans du vinaigre pour purifier maisons et rues. Venise, pionnière en matière de santé publique, ordonnait à des équipes de fumiger les maisons infectées avec bois et encens aromatiques. Cela pouvait peut-être éloigner quelques puces, mais certainement pas stopper la maladie. D'autres gestes symboliques consistaient à entourer les malades d'oignons, à les faire baigner dans des décoctions d'herbes ou à les exposer à des vapeurs parfumées. Si parfois ces méthodes apportaient de légers bénéfices, elles restaient incohérentes et relevèrent davantage du rituel que de la science. Dans les villes d'Europe, l'affrontement entre l'ingéniosité humaine et l'ennemi invisible devenait un spectacle quotidien. Les médecins passèrent de maison en maison, armés de fioles de sangsues et de potions à base de plantes, pratiquant parfois des rituels complexes qu'ils pensaient capables d'éloigner la maladie. Des rumeurs de remèdes miraculeux circulèrent plus vite que la peste elle-même. Certains charlatans affirmaient qu'attacher des grenouilles vivantes sur le corps ou se baigner dans du vin parfumé aux herbes pouvait prévenir l'infection. L'astrologie avait aussi son rôle. Des médecins à Paris et Avignon fixèrent des moments favorables pour les saignées ou traitements, en fonction des alignements planétaires, montrant à quel point superstition et médecine étaient indissociables. Pourtant, au milieu de la peur et des échecs répétés, quelques lueurs de progrès apparaissaient. En observant la propagation, les médecins commençaient à remarquer des schémas. Certaines villes étaient plus touchées que d'autres, et la proximité avec les malades comptait. Des villes comme Raguse, aujourd'hui Dubrovnik, notaient que les navires venant de ports infectés apportaient souvent la peste. Les autorités imposèrent alors une période d'isolement de 30 jours aux navires arrivants, une des premières formes de quarantaine annonçant la santé publique moderne. Même si ces mesures sauvaient rarement des vies, elles posaient les bases de l'épidémiologie et du contrôle des maladies. Chaque traitement raté était une leçon, chaque mort un triste professeur. Quand la peste noire finit par se retirer, l'image du médecin, masqué, vêtu de noir, armé d'un savoir autant superstitieux que scientifique, resta gravée dans la mémoire européenne. Ces hommes n'étaient pas des bourreaux. Ils formaient ce qui est la première ligne désespérée d'une guerre impossible à mener. Leurs remèdes étranges et traitements ratés révélaient les limites de la compréhension humaine, la peur de l'inconnu et la volonté obstinée d'agir, même quand la survie paraissait hors d'atteinte. Leur effort nous rappelle que, dans les heures les plus sombres, l'humanité cherche à reprendre le contrôle, à trouver des solutions et parfois un peu d'espoir dans les formes les plus inattendues. Plus tard, quand les villes se confinaient ou que les familles fuyaient à la campagne, ces premières expériences médicales résonnaient encore, façonnant notre manière de penser la maladie, le soin et la lutte incessante contre la mort. La bataille des médecins contre la mort fut faite de courage, d'erreur et d'une étrange ingéniosité.
preuve des efforts immenses que l'humanité déploie face à un ennemi invisible, mais impossible à ignorer. De la saignée à Florence au cataplasme au mercure en Angleterre, des masques à bec de Delorme en France aux fumigations de Venise, la peste noire obligea les médecins à affronter leurs propres limites, tout en laissant un héritage d'observation, d'expérience et de volonté humaine de combattre l'ennemi caché. Effondrement économique, pénuries alimentaires, effondrement du commerce et bouleversement du travail. Quand la mort a balayé villes et villages, elle n'a pas seulement emporté des vies, elle a bouleversé les économies du jour au lendemain. Les marchés autrefois remplis de marchands, de commerçants et de paysans tombèrent soudainement dans le silence. Les champs restèrent en friche, les navires pourrirent au quai, et les charrettes chargées de marchandises restèrent immobiles. Le grain moisissait dans les greniers, tandis que les paysans, colonne vertébrale de l'approvisionnement alimentaire, avaient disparu. La faim se propagea presque aussi vite que la peste elle-même, et la famine murmurait aux côtés de la fièvre. Les familles grappillaient ce qui restait, et même les nobles les plus riches sentirent sur la morsure de la disette lorsque leurs terres produisirent moins et que les impôts s'effondrèrent. Les routes commerciales qui reliaient l'Europe au reste du monde s'arrêtèrent net. Les ports italiens, jadis centres vibrants du commerce, devinrent des villes fantômes. Venise, Gênes et Marseille virent des navires immobilisés des mois durant, incapables d'accoster ou de décharger leurs cargaisons. Les marchands redoutaient la contagion. Les villes imposaient des quarantaines et la peur paralysait les déplacements. Les produits de luxe comme les épices, la soie et les métaux précieux devinrent rares. Les biens du quotidien, sel, farine, huile, manquèrent aussi. Les prix flambèrent et dans de nombreuses communautés désespérées, le troc remplaça la monnaie. Cet effondrement toucha tout le monde, pas seulement les marchands. Les boulangers n'avaient plus de farine, les bouchers pas de viande, et les paysans ne pouvaient acheter ni outils ni semences pour préparer la récolte suivante. Le travail changea de façon inédite. Avec tant de morts parmi les ouvriers, les survivants devinrent soudain très recherchés. Les paysans autrefois attachés à la terre purent exiger de meilleurs salaires ou des conditions améliorées. Certains partirent vers les villes qui offraient du plus, d'autres utilisèrent leur rareté pour négocier leur liberté face aux obligations féodales. Les nobles et les seigneurs, devant des domaines vides et des revenus en chute, n'eurent guère le choix, accepter ou voir leurs terres dépérir. Le servage, rigide depuis des siècles, commença à se fissurer. Ces pénuries de main-d'œuvre ne furent pas uniformes, bien sûr. Certaines régions se rétablirent plus vite, d'autres vacillèrent sous le poids des vagues persistantes de peste. Mais la dynamique avait changé à jamais. Les travailleurs détenaient un nouveau pouvoir dans un monde avide de bras pour cultiver la terre et soigner les bêtes. Les pénuries alimentaires forcèrent les gens à s'adapter de façon cruelle. Les communautés rationnèrent leurs réserves. Certaines villes importèrent du grain malgré les risques de contagion. D'autres comptèrent sur les plantes sauvages, le gibier ou tout ce qui pouvait être ramassé dans les forêts et les champs. La faim poussa à innover en agriculture, rotation des cultures. Meilleure irrigation et gestion du bétail devinrent plus essentielles que jamais. Pourtant, dans ce chaos, toutes les stratégies ne réussirent pas. L'accaparement et le vol se multiplièrent, tout comme la spéculation de marchands opportunistes. Chaque repas portait une incertitude lourde. Y aurait-il assez pour demain, ou la famine emporterait-elle une autre victime? De façon surprenante, cet effondrement économique transforma aussi subtilement la société. Les villes qui survécurent virent apparaître de nouvelles classes marchandes. Les survivants de la peste, souvent enrichis par héritage ou par épargne, investirent dans le commerce, l'artisanat et les infrastructures. Les guildes, autrefois dominées par des familles établies, accueillirent de nouveaux venus pour combler les manques en main-d'œuvre qualifiée. Des secteurs entiers, comme le textile ou la métallurgie, connurent de brusques essors simplement parce que les artisans restants devinrent indispensables. Ainsi, la peste noire ne fit pas que détruire, elle favorisa indirectement une transformation économique et une mobilité sociale, au cœur même de la dévastation. Et les répercussions durèrent des décennies. Les impôts durent être réorganisés, les lois commerciales réécrites, et l'urbanisme repensé tandis que les villes s'adaptaient à la fois aux pertes de population et aux bouleversements du travail. Vous vous souvenez des symptômes terrifiants évoqués plus tôt? Chaque mort n'était pas seulement une tragédie personnelle, c'était aussi une perte de compétences, de productivité et de stabilité économique.
le bilan humain immédiat de la peste se traduisit directement par une crise économique historique, remodelant l'Europe de façon qui résonnèrent à travers les siècles. Lorsque les pires vagues furent là passées, l'Europe avait changé irréversiblement. Nourriture, commerce, travail, tous les piliers de la vie quotidienne avaient été transformés à jamais. Ce qui avait commencé comme une maladie mortelle avait forcé les sociétés à s'adapter, innover et survivre, laissant derrière elles des leçons de résilience, de rareté et de l'équilibre fragile de la civilisation humaine. Ars sombres et médecine, alchimie, magie et remèdes controversés. Dans un monde rongé par la peur, où la mort guettait à chaque coin de rue et où les murmures de la peste emplissaient l'air, certains se tournèrent vers des solutions bien plus étranges que les simples herbes ou les saignées. Quand des siècles de savoir médical échouèrent, les désespérés cherchèrent du côté de l'occulte, de l'interdit et de l'insolite. Les alchimistes et les magiciens autoproclamés devinrent d'improbables porteurs d'espoir, même si leurs remèdes étaient souvent aussi mystérieux que la maladie elle-même. L'alchimie, longtemps entourée de secrets et de rituels, promettait de transformer l'ordinaire en extraordinaire. Pour certains, cela signifiait chercher l'or, mais pour d'autres, cela voulait dire chercher la vie elle-même. Les villes frappées par la peste entendèrent des récits de laboratoires secrets cachés derrière les murs de monastères ou enfouis au cœur de châteaux, où des silhouettes encapuchonnées faisaient bouillonner des potions et broyaient des minéraux rares en poudre. Ces alchimistes prétendaient manipuler les forces invisibles de la nature, croyant qu'avec les bons élixirs, même la peste mortelle pouvait être repoussée. Certaines concoctions impliquaient mercure, arsenic ou pierres précieuses réduites en poudre, des ingrédients qui aujourd'hui sembleraient être plus toxiques que curatifs. Pourtant, pour ceux qui voyaient leurs proches mourir, même le plus mince espoir était irrésistible. La magie et le rituel s'entremêlaient à la médecine. Certains pensaient que réciter des incantations, dessiner des symboles protecteurs sur les portes ou porter des talismans pouvait protéger les vivants du tueur invisible. D'autres consultaient des astrologues, calculant les mouvements des astres pour prédire les épidémies ou déterminer les moments les plus propices pour soigner. Ces pratiques n'étaient pas toujours de simples superstitions, elles reflétaient la tentative humaine d'imposer un ordre au chaos, de donner forme à une force invisible et terrifiante. Puis vinrent les remèdes controversés, à mi-chemin entre science et sorcellerie. L'un des conseils consistait à se baigner dans du vinaigre ou à respirer des pétales de rose et de l'encens, censés purifier l'air autour du malade. D'autres allaient lancer plus loin, utilisant d'étranges cataplasmes faits de peau de serpent, de graisse humaine ou de crapauds séchés, appliqués directement sur les bubons. Certains médecins et alchimistes expérimentèrent même la fumigation, brûlant des mélanges d'herbes, d'encens et de produits chimiques dans les maisons et les rues. Parfois, ces interventions réduisaient accidentellement l'infection. La fumée pouvait chasser les puces, mais le plus souvent, elles en étaient que des gestes spectaculaires face à une maladie qui défiait la logique. Les sociétés secrètes et confréries savantes jouèrent aussi un rôle. Les guildes d'alchimistes gardaient jalousement leur savoir, transmettant des manuscrits remplis de symboles cryptiques, d'instructions et d'avertissements. Certains textes prétendaient détenir la clé pour contrôler les maladies, mélangeant chimie, astrologie et rituel d'une manière incompréhensible pour le commun des mortels. Des villes comme Cologne ou Nuremberg étaient réputées abriter des cercles élitistes, où nobles et érudits recherchaient ces remèdes interdits, échangeant recettes et débattant d'approches mystiques dans des chambres faiblement éclairées. Et pourtant, malgré toute cette excentricité, ces arts sombres révèlent quelque chose de profondément humain, le refus de se résigner à l'impuissance. Quand la médecine traditionnelle échouait et que la mort semblait inarrêtable, les gens se tournaient vers l'imagination, le rituel et l'expérimentation audacieuse. Même si ces traitements arrêtèrent rarement la peste, ils reflétèrent la créativité, le courage et l'espoir désespéré que les forces invisibles de la vie et de la mort puissent être influencées. Avec le temps, au fil des épidémies répétées, ces expériences, alchimie, magie et remèdes controversés, posèrent les bases de la chimie et de la médecine expérimentale. En observant les effets, les réussites et les échecs, les générations suivantes commencèrent à distinguer superstition et science, apprenant peu à peu ce qui fonctionnait, ce qui nuisait et ce qui n'était que symbolique.
l'histoire des arts sombres et de la médecine pendant la peste noire est celle de la rencontre entre la désespérance et l'ingéniosité, entre le rituel et l'observation, entre la peur et une volonté inébranlable d'agir. Même quand la réalité n'offrait aucune garantie, les humains cherchaient à reprendre le contrôle par tous les moyens, aussi mystérieux, dangereux ou controversés soient-ils. Dans ces laboratoires obscurs, derrière des portes closes, la frontière entre vie et mort fut mise à l'épreuve de façon qui résonnerait pendant des siècles, rappelant qu'en des temps de ténèbres, l'instinct de survie et de compréhension peut être aussi étrange qu'inarrêtable. Effondrement démographique, villages abandonnés et fosses communes. Le silence d'un village déserté raconte une histoire qu'aucun historien ne peut vraiment saisir. Des portes battant au vent, des champs laissés en friche et des cheminées sans fumée marquent les traces d'une catastrophe qui a frappé plus vite que quiconque ne pouvait fuir. Pendant la peste noire, des communautés entières ont disparu presque du jour au lendemain, laissant derrière elles des souvenirs troublants de vies éteintes trop tôt. La maladie n'a pas seulement tué, elle a vidé l'âme même de la société, transformant le paysage en une succession de villages abandonnés et de fosses communes. Lorsque la peste a d'abord traversé l'Europe, le nombre de morts fut terrifiant. Dans certaines régions, jusqu'à la moitié de la population périt en quelques mois. Des familles qui avaient cultivé la même terre pendant des générations disparurent. Les voisins enterraient les voisins, parfois dans de petites fosses, parfois dans de larges trous creusés à la hâte, capables d'accueillir des dizaines de corps. Des villes se retrouvaient presque vides, avec du bétail errant librement et des réserves de nourriture pourrissant sur place. Les routes, autrefois animées par les marchands et les pèlerins, devenaient de sombres couloirs de mémoire et de décomposition. Des villages entiers furent abandonnés, ne laissant derrière eux que des maisons en ruine et des puits asséchés. Certains hameaux, surtout dans des zones rurales reculées, ne furent jamais réoccupés. Ces villages perdus devinrent des légendes locales, murmurées comme avertissements de pestilence ou de châtiment divin. Les survivants fuyaient souvent vers les villes ou vers des régions plus sûres, créant un patchwork de populations déplacées et propageant l'angoisse partout où ils allaient. Ces migrations contribuaient, parfois, sans le vouloir, à propager encore plus vite la peste. Les fosses communes devinrent une nécessité sinistre. Avec des corps s'accumulant plus vite qu'on ne pouvait les enterrer un par un, les autorités creusèrent de grands charniers. Situés généralement hors des murs des villes, loin des points d'eau, leur odeur et leur vue restèrent des rappels glaçants de la mortalité. Aujourd'hui encore, les archéologues découvrent ces sites et, des siècles plus tard, l'ampleur de la mort demeure impossible à ignorer. Des milliers de squelettes empilés, racontant une histoire de panique, de désespoir et de perte inimaginables. L'impact psychologique fut énorme. Les communautés survivantes voyaient disparaître leurs voisins et craignaient qu'aucune maison, aucune famille, aucun ami ne soit à l'abri. Les liens sociaux se brisaient. Les gens tentaient tant bien que mal de surmonter la faim, la douleur et l'effondrement économique. Certains choisissaient l'isolement, abandonnant champs et ateliers, laissant la nature reprendre ses droits. D'autres avaient trop peur pour enterrer les morts, laissant les corps dans les rues ou sur les places publiques. L'effondrement n'était pas seulement numérique, il bouleversait le quotidien. La foi et le pouvoir transformant l'Europe pour des générations. Ces espaces abandonnés et ces fosses marquèrent aussi la mémoire collective. Les chroniqueurs racontaient des villages rayés des cartes, et l'ampleur de la perte humaine devint une référence contre laquelle on comparerait plus tard d'autres désastres. Les paysages de la peste, champs en friche, routes envahies par la végétation, églises vides, devinrent des symboles à la fois de fragilité et de résistance humaine. Plus tard, lorsque la population se remit lentement, de nouveaux villages surgirent à proximité, mais l'ombre de la peste noire resta gravée dans les noms de lieux, les légendes locales et même dans la manière dont les communautés s'organisaient. Pourtant, au milieu de cet effondrement, des récits de survie demeurent. Certaines familles s'en sortirent en fuyant tôt, en appliquant de rudimentaires quarantaines ou simplement par chance. Ces survivants gardèrent la mémoire des villages disparus, devenant des témoins vivants de la catastrophe. Leurs histoires, mêlées aux morts innombrables, laissèrent une empreinte durable sur le paysage démographique, social et psychologique de l'Europe. L'effondrement de la population pendant la peste noire fut bien plus qu'une question de chiffres. Il redessina les terres, la vie et la mémoire. Les villages abandonnés et les fosses communes
restent un témoignage troublant d'une époque où la mort allait plus vite que la compréhension et où la survie était incertaine. Ils rappellent que l'héritage de la peste ne se mesure pas seulement en vie perdue, mais aussi dans les vides laissés derrière, toile glaçante de la vulnérabilité et de la résistance humaine. Se souvenir de la peste noire, récit, leçon et mémoire historique. Des siècles ont passé depuis que la peste noire a ravagé l'Europe, et pourtant son ombre demeure, à la fois subtile et profonde. Ce n'était pas seulement une peste des corps, c'était une peste de la mémoire, façonnant la façon dont les sociétés pensaient la vie, la mort et la fragilité de l'existence humaine. Aujourd'hui encore, lorsque nous marchons dans des rues médiévales, que nous consultons de vieux chroniques ou que nous étudions des fosses communes, les échos de ces années terrifiantes rappellent que l'histoire n'est pas qu'une suite de dates et de chiffres, c'est aussi de l'expérience vécue et des leçons que l'humanité emporte avec elle. On se souvenait d'abord de la peste noire par les histoires. Les familles transmettaient des récits de proches disparus, de villages entiers vidés et de morts soudaines et inexpliquées. Les chroniqueurs écrivaient avec un mélange d'horreur et de fascination, décrivant des rues jonchées de cadavres, des tentatives frénétiques de guérison et les mesures désespérées prises par les communautés pour survivre. Un chroniqueur de Florence, Giovanni Boccaccio, raconta dans le Décaméron comment des familles entières disparaissaient en quelques jours, laissant leurs voisins se barricader chez eux, terrifiés à l'idée d'un contact. Ces récits n'étaient pas de simples témoignages, ils devinrent une partie de l'imaginaire collectif, influençant la manière dont les Européens comprenaient la maladie, la morale et le jugement divin. L'art aussi en fut transformé. La danse macabre représentait des squelettes entraînant les vivants vers leur tombe, rappel glaçant que la mort pouvait frapper n'importe qui, quel que soit son rang ou sa richesse. Peintures, fresques et sculptures funéraires portaient en ce motif, ancrant la mémoire de la mortalité dans les espaces publics comme dans la dévotion privée. Des monuments et des rituels virent aussi le jour comme forme de mémoire. Les cimetières s'agrandirent, les églises consignèrent les morts dans des registres précis, et les fosses communes, nées de la nécessité, devinrent des lieux de réflexion. Certaines communautés commémorèrent les victimes par des anniversaires ou des cérémonies. À Londres, par exemple, le cimetière de St. Mary's Hospital fut agrandi pour accueillir des milliers de victimes, devenant plus tard un site archéologique révélant l'ampleur des pertes. Ces actes n'étaient pas seulement symboliques, ils aidaient les survivants à surmonter le traumatisme et à renforcer les liens sociaux dans un monde soudain conscient de sa fragilité. La peste noire laissa une empreinte non seulement dans la pierre et sur le papier, mais aussi dans la conscience culturelle, enseignant des leçons sur la mortalité qui résonneraient des générations durant. La mémoire historique façonna aussi les politiques et la médecine. L'horreur des morts massives incita aux premiers efforts de santé publique, des quarantaines aux mesures de propreté, et influença la conception des villes. Venise instaura en 1420 le premier système officiel de quarantaine, obligeant les navires entrants à rester isolés pendant 30 jours, une pratique qui devint ensuite courante en Europe. Les autorités comprirent que prévenir les maladies nécessitait plus que la foi ou la superstition. Il fallait observer, réglementer et organiser. La peste obligea gouvernements, institutions religieuses et communautés à réfléchir de manière systématique à la vulnérabilité humaine, posant les bases d'approches modernes face aux épidémies. Les récits d'héroïsme et de survie se mêlèrent aux tragédies. Certains réussirent à échapper à l'infection en s'isolant ou en fuyant vers des zones reculées. Dans la campagne française, des familles paysannes survécurent en se barricadant dans des fermes isolées, gardant leur distance et vivant de leurs réserves. Ces histoires rappellent que la mémoire ne concerne pas seulement le deuil, mais aussi la résilience. Les récits transmis de génération en génération aidaient les sociétés à se souvenir non seulement de la douleur, mais aussi de la persévérance de ceux qui traversèrent l'épreuve. Controverses et mythes firent aussi partie de l'histoire. Des minorités, des astrologues et même les astres furent accusés, traduisant le besoin humain d'expliquer l'inexplicable. À Strasbourg, des communautés juives furent massacrées, faussement accusées d'empoisonner les puits, tragique exemple de persécution nourrie par la peur. Certaines légendes exagérèrent l'ampleur ou les causes de la mort, tandis que d'autres conservaient des détails étonnamment précis sur les symptômes ou les réactions sociales. Avec le temps, historiens et scientifiques cherchèrent à séparer les faits de la fiction, mais les mythes eux-mêmes sont révélateurs. Ils montrent comment les sociétés affrontaient la peur, l'incertitude
et le besoin de donner un sens à la catastrophe. Se souvenir de la peste noire n'est pas seulement un exercice académique, c'est une méditation sur la mortalité, un témoignage de la vulnérabilité humaine et une leçon de résilience. Sa mémoire perdure aussi dans la littérature, l'art, l'architecture et même les systèmes de santé publique. Des chroniques et œuvres d'art aux quarantaines et à l'urbanisme. La peste façonna l'Europe de manière encore perceptible aujourd'hui. Son héritage ne réside pas seulement dans ce qu'elle détruisit, mais aussi dans ce qu'elle enseigna sur la vie, la mort et la force durable des communautés humaines. Encore aujourd'hui, des archéologues découvrent des fosses communes et des historiens déchiffrent journaux et archives, rappelant que la peste noire n'était pas une légende lointaine, mais une catastrophe vécue, riche en leçons. C'est une histoire de perte et de peur, certes, mais aussi d'adaptation, de créativité et de la ténacité de la société face à des épreuves écrasantes. En se souvenant de la peste noire, nous honorons à la fois les millions de victimes et les innombrables leçons que leur souffrance a laissées, résonnant à travers les siècles comme un témoignage de l'endurance humaine, de la compassion et de la quête inlassable de compréhension dans un monde assombri par la mortalité. Les ports européens en panique, les premières vagues d'infection. Nous étions en l'an 1430 et les ports animés d'Europe vibrèrent de vie. Les navires grinçaient contre les quais, les marchands criaient plus fort que les mouettes, et l'air était empli du parfum d'épices exotiques. Pourtant, sous ce vacarme ordinaire, une terreur silencieuse avait déjà embarqué à bord. Lorsque les premiers cas furent remarqués, la peste s'était déjà infiltrée dans des villes portuaires comme Gênes, Venise et Marseille, provoquant une panique qui se propagea plus vite que la maladie elle-même. Les gens ignoraient ce qui les frappait, mais ils voyaient bien que la mort suivait chaque navire qui accostait. Les marchands qui autrefois se vantèrent de rapporter des biens venus des confins de l'Asie se retrouvaient désormais rejetés aux portes des villes. On accusait les commerçants d'apporter la peste avec leurs cargaisons, tandis que des marins tombaient malades du jour au lendemain, terrassés par la fièvre et des bubons enflés qui suppuraient et noircissaient sur la peau. Les rumeurs couraient le long des quais. Certains affirmaient qu'il s'agissait d'un châtiment divin. D'autres murmuraient que du poison avait été versé dans les tonneaux de vin et de grains. Les cités qui s'enorgueillissaient de leur richesse et de leur sécurité ressemblaient désormais à des forteresses assiégées, les habitants surveillant leurs voisins derrière des volets fermés, terrifiés par tout contact humain. À Venise, la vue d'un navire arrivant suscitait plus de crainte que d'enthousiasme. Les autorités peinaient à maintenir l'ordre tout en protégeant le commerce, partagé entre la nécessité économique et la peur de la contagion. Les marchands, désespérés de décharger leurs cargaisons, se voyaient souvent imposer une quarantaine, ce qui signifiait parfois rester piégés sur les quais des semaines entières, sans certitude de survie. À Marseille, un seul navire transportant des marchandises et des marins contaminés déclencha une réaction en chaîne qui plongea tout le port dans le chaos. Les familles s'enfermèrent dans leurs maisons, les rues se vidèrent et les cloches d'église sonnèrent sans cesse, annonçant des morts devenues presque banales. Alors que la panique grandissait, le mode de propagation de la peste intriguait déjà certains observateurs. Les villes liées aux grandes routes commerciales furent frappées en premier, tandis que les villages de l'intérieur semblèrent épargnés, du moins pour un temps. Les autorités expérimentèrent des mesures d'isolement, bloquant l'entrée et la sortie de quartiers entiers, enfermant parfois les malades dans leurs propres maisons. Mais la peste était implacable, franchissant murs et barrières d'une manière que personne ne comprenait. Marins, marchands et voyageurs devinrent malgré eux porteurs, transportant le tueur invisible de port en port, laissant derrière eux une traînée de désespoir et de mort. Les récits venus d'Angleterre, de Flandre et de Méditerranée peignaient la même image, des rues entières désertées, des marchés abandonnés, et la peur remplaçant le tumulte habituel de la vie quotidienne. Des chroniqueurs racontaient que les habitants étaient si effrayés qu'un simple tout-sautement pouvait déclencher des émeutes. Dans certains ports, les autorités adoptèrent des mesures radicales, brûler des biens infectés, enfumer les maisons ou forcer les navires à rester à l'ancre durant des semaines. Ces premières tentatives de contrôle étaient rudimentaires, incohérentes et souvent aussi effrayantes que la maladie elle-même. Pourtant, au cœur du chaos, des histoires de résistance virent le jour. Des familles, fuyant les ports, cherchaient un refuge à l'intérieur des terres, tentant d'échapper à l'infection par la chance et l'isolement. Certaines communautés mirent en place des systèmes rudimentaires de guet, s'avertissant de l'arrivée de navires ou de voyageurs.
Même dans le désespoir, l'ingéniosité humaine brillait par éclairs, posant les bases des futures pratiques de santé publique, qui, des siècles plus tard, devraient être beaucoup à ces tentatives désespérées. Les premières vagues d'infections dans les ports européens n'apportèrent pas seulement la mort, elles déchirèrent le tissu même de la société. Le commerce s'effondra. La peur transforma le quotidien, et les gouvernements se retrouvèrent face à un problème qu'ils étaient incapables de résoudre. Ces premiers jours posèrent les bases de ce qui allait devenir une catastrophe continentale, reliant des ports lointains dans une chaîne d'horreur qu'aucun mur ni décret ne pouvait contenir. Et même lorsque les ports rouvrirent, le souvenir de ces jours frénétiques d'incertitude, de méfiance et de terreur resta gravé, hantant l'Europe pendant des générations, rappel sombre de la rapidité avec laquelle la vie normale peut s'effondrer face aux forces invisibles de la nature. Tueur invisible. Comment la peste s'est propagée plus vite qu'on ne le pensait. Quand les gens l'ont vue arriver pour la première fois, personne ne pouvait croire à quelle vitesse elle avançait. Une ville semblait aller parfaitement bien, et puis, presque du jour au lendemain, les maisons se fermaient, les rues se vidaient, et les cadavres s'entassaient dans les coins. Ce n'étaient pas les soldats, ni les armées envahissantes, ni même les vagues habituelles de famine qui terrifiaient l'Europe. C'était quelque chose de bien plus insidieux, quelque chose d'invisible, qui semblait dépasser toutes les précautions. La peste noire ne faisait pas que voyager, elle filait, sautant d'un village à un port, d'un paysan à un noble, plus vite que quiconque ne pouvait la suivre. La plupart des Européens ne comprenaient pas encore les germes, les bactéries, ni même l'idée de porteurs invisibles. On pensait que l'air vicié ou miasme était en cause. Et d'une certaine manière, ce n'était pas complètement faux. L'air lui-même ne portait rien, mais les minuscules puces sur les rats et les rats eux-mêmes formaient un système de livraison parfait. Une simple piqûre de puce et une personne infectée pouvait transmettre la maladie de façon inimaginable. Un marchand transportant des marchandises d'Asie pouvait, sans le savoir, apporter la mort à une ville située à des centaines de kilomètres. Quand les autorités remarquaient enfin les premiers signes, des communautés entières étaient déjà contaminées. Cette propagation fulgurante donnait à la peste une réputation presque surnaturelle. Les ports devinrent les premiers foyers. Les navires venant de terres lointaines n'apportaient pas seulement de la soie et des épices exotiques, ils apportaient aussi des rats, des puces et la peste. Des villes européennes comme Gênes et Marseille virent des milliers de morts en quelques semaines. Les habitants ne savaient pas encore qu'il fallait mettre les navires en quarantaine ou inspecter les cargaisons. Et même lorsqu'ils essayaient, la maladie s'était déjà souvent faufilée vers l'intérieur des terres par les marchands itinérants, les pèlerins ou les soldats. Elle avançait par vagues imprévisibles, presque comme si elle décidait elle-même qui vivrait et qui mourrait ensuite. Ce qui la rendait encore plus effrayante, c'était sa discrétion au début. Fièvre, frissons, fatigue, rien qui ne paraissait hors du commun. Quand apparaissaient enfin les terribles bubons, ces ganglions enflés et douloureux, les malades étaient déjà contagieux. Les familles se regardaient, impuissantes. La maladie emportait d'abord un proche, puis un autre. Pendant que les médecins essayèrent des remèdes étranges, saignées ou fumigations, aucun traitement ne ralentissait la vitesse avec laquelle elle dévastait les villes. Le « tueur invisible » allait plus vite que les interventions humaines, plus vite que la superstition et plus vite encore que la peur. Cette rapidité eut aussi des conséquences sociales. Les communautés s'effondraient avant même de pouvoir réagir. La panique se propageait presque aussi vite que l'infection. Certains accusaient sur les astrologues, d'autres murmuraient qu'il s'agissait de sorcières ou d'un châtiment divin, tandis que des minorités servirent de boucs émissaires et étaient massacrées. Les villes qui tentèrent de fermer leurs portes ou d'imposer des quarantaines constataient souvent que c'était trop peu, trop tard. Le commerce ralentissait, la nourriture se faisait rare et la structure économique qui soutenait la vie quotidienne commençait à s'écrouler. À bien des égards, la propagation fulgurante de la peste ouvrit directement la voie à des changements de pouvoir et à des révoltes paysannes, dont nous parlerons plus tard. Aujourd'hui encore, les scientifiques étudient sur la vitesse de la peste noire pour comprendre comment les agents pathogènes circulent dans les réseaux humains. L'analyse génétique de Yersinia pestis, la bactérie responsable, montre comment certaines mutations ont pu accroître sa contagiosité. Mais à l'époque, personne ne pouvait la voir, personne ne pouvait l'arrêter. On ne pouvait que fuir, prier ou s'enfermer chez soi en espérant échapper à ce qui était déjà partout.
Le tueur invisible n'était pas seulement une maladie, c'était un phénomène qui obligeait l'humanité à affronter sa vulnérabilité. Il rappelait à chacun que la vie pouvait basculer en un instant, que des communautés entières pouvaient disparaître, et que même les interactions les plus banales, une poignée de main, une coupe partagée, une livraison d'étoffes, pouvaient devenir mortelles. Et même si des vagues ultérieures de peste éprouveraient encore ces villes, la première propagation fulgurante marqua profondément la mémoire de l'Europe, influençant la manière dont les gens percevaient la maladie, la mort et la survie pendant des siècles. L'histoire de la vitesse de la peste ne parle pas seulement de biologie, elle parle de peur, de réactions humaines et de la marche implacable de quelque chose de vraiment invisible. Symptômes horribles, bubons, fièvre et la mort en quelques jours. Tout commençait discrètement. Un léger malaise par-ci, un petit frisson par-là. Mais très vite, ce qui ressemblait à une maladie ordinaire se transformait en un cauchemar auquel personne n'échappait. Dans les rues et les foyers d'Europe, on commença à remarquer d'étranges enflures, de douloureuses bosses apparaissant sous les bras, à l'aine et au cou. Ce n'étaient pas des bosses ordinaires. C'étaient des bubons, signe terrifiant de la peste, gonflés, noirâtres, monstrueux qui grossissaient et rapidement. Les touchés étaient insupportables. Et le plus effrayant? En quelques jours seulement, beaucoup de ces malades mouraient. Pas en semaines, pas en mois, en quelques jours. Les médecins de l'époque étaient déconcertés. La fièvre montait de façon incontrôlable. Les victimes grelottaient, transpiraient, vomissaient. Parfois leur peau prenait une teinte marbrée et macabre, s'assombrissant au fur et à mesure que les vaisseaux sanguins éclataient. Respirer devenait difficile, et l'épuisement prenait le dessus. Les familles regardaient impuissantes leurs proches tomber les uns après les autres. Les enfants pleuraient leurs parents, les parents leurs enfants, et les voisins leurs voisins. Aucune parole de réconfort ne pouvait arrêter la progression, et bientôt, des maisons entières se vidaient. C'était comme si la peste avançait avec une efficacité sinistre, sans épargner personne. Mais il n'y avait pas que les bubons. Certaines victimes développaient ce qu'on appela plus tard la peste pneumonique, une forme qui attaquait les poumons. Tout, crachats sanglants, suffocation rapide. Ces cas étaient encore plus mortels car la maladie pouvait se transmettre directement par l'air, transformant chaque respiration en une condamnation à mort potentielle. Et puis il y avait les cas septicémiques, où le sang lui-même se retournait contre le corps. La peau noircissait, les organes lâchaient, et les gens pouvaient s'effondrer sans même montrer les bubons caractéristiques. Sous toutes ces formes, le message était clair. La peste noire ne laissait pratiquement aucune échappatoire. La vie quotidienne devint une sinistre loterie. Un jour, un marchand pouvait être en pleine santé, occupé à son étal dans une ville portuaire animée. Le lendemain, toute sa famille pouvait avoir disparu, le laissant seul avec un chagrin impossible à comprendre. Les médecins notaient des schémas étranges. Certaines zones semblaient épargner un temps. Puis tout à coup, frappées de plein fouet. Des villes entières rapportèrent des corps entassés dans des fosses communes creusées à la hâte, l'odeur insoutenable, témoignage macabre de la férocité de la peste. Ceux qui survivaient à la première vague restèrent souvent affaiblis, malades et vulnérables face à la suivante. Fait troublant, les symptômes variaient d'un individu à l'autre. Certains avaient d'abord de la fièvre, d'autres voyaient apparaître les bubons, et quelques-uns s'effondraient, presque sans signe avant-coureur. Cette imprévisibilité nourrissait encore plus la terreur. Les rumeurs circulèrent plus vite que la maladie elle-même. Certains murmuraient que les malades étaient maudits, d'autres accusaient des poisons ou la colère divine. Cette incertitude transformait chaque rencontre en pari risqué. Serrer une main, partager un repas, même un simple signe de tête en passant pouvait rapprocher la mort. L'impact psychologique était immense. Paranoïa, désespoir et peur devenaient aussi omniprésents que la maladie. Et pourtant, au milieu de cette horreur, des éclats de résistance humaine subsistaient. Les familles essayaient de s'entraider, les guérisseurs testaient toutes les méthodes connues et les communautés tentaient de s'adapter. Mais la vérité restait brutale. La peste noire avançait plus vite que tous les efforts. Parfois quelques jours, parfois seulement quelques heures, séparaient la vie de la mort. Vous vous souvenez du voyage de la peste depuis l'Asie jusqu'en Europe? Voilà l'autre face de cette propagation terrifiante. Les symptômes qui rendaient l'épidémie inoubliable et posaient les bases du chaos, de la peur et des bouleversements sociaux qui suivirent. En comprenant ces symptômes, on n'apprend pas seulement une histoire de maladie, on entrevoit la profonde fragilité de la vie dans l'une des heures les plus sombres de l'histoire.
le désespoir et la résilience de ceux qui ont survécu, et tandis que la peste noire poursuivait sa marche implacable, ses signes, bubons, fièvres, effondrements, entraient l'Europe pendant des années, influençant la peur, la médecine et la culture d'une manière qui résonne encore aujourd'hui. Ce n'était pas seulement une maladie, c'était un signal brutal adressé à l'humanité, un rappel cruel de la rapidité avec laquelle la vie peut basculer, ne laissant derrière elle que des leçons, des récits et des souvenirs, foi et peur, flagellant, prière collective et hystérie religieuse. La peste noire ne frappait pas seulement les corps, elle secouait les âmes. Les villes autrefois animées par les marchands et les enfants résonnaient désormais de prières, de lamentations et des chants étranges et terrifiants d'hommes et de femmes se frappant en public. Partout en Europe, la peur et la foi s'entrechoquaient de façon fascinante et inquiétante, créant une vague d'hystérie religieuse qui se répandait presque aussi vite que la maladie. Au milieu du XIVe siècle, la peste était partout. On ne connaissait pas les microbes, les bactéries, ni les puces. Ce que l'on comprenait, c'était le péché, la punition et la colère divine. Beaucoup croyaient que la peste noire était la sanction de Dieu contre les péchés de l'humanité, et ils cherchaient désespérément à expier. Cette angoisse fit naître les flagellants, des groupes d'hommes et de femmes qui traversaient les villes en se fouettant le dos jusqu'au sang, convaincus que douleur et sacrifice pouvaient apaiser la colère divine. En Allemagne et dans le nord de l'Italie, en 1349, des villes entières furent balayées par ces mouvements. Des chroniqueurs comme Heinrich de Nördlingen décrivirent des cités paralysées par la peur et la stupeur, en voyant défiler de longues processions de visages pâles et scarifiés, avançant en rythme, prières et chants, se mêlant aux pleurs des familles en deuil. Dans des villes comme Cologne et Strasbourg, les autorités tolérèrent d'abord les flagellants, voyant en eux une forme de piété, mais finirent par les interdire, lorsqu'il devint évident que leurs processions provoquèrent des troubles et contribuaient même à la propagation de la maladie. À Pérouse, en Italie, les flagellants portaient des bannières représentant la souffrance du Christ, avançant dans des rues pleines de spectateurs terrifiés. Femmes, hommes et même enfants participaient à ces rituels, créant des spectacles poignants de dévotion, de douleur et de désespoir. Les églises débordèrent de fidèles implorant protection, parfois entassés dans les cathédrales, épaule contre épaule, espérant que des prières ardentes puissent arrêter l'ennemi invisible. Des communautés entières organisaient de grandes processions, allumant des cierges, offrant des dons, suppliant les saints d'intercéder. À Avignon, la cour papale organisait des cérémonies publiques, rassemblant des milliers de personnes sur les places. Des chroniqueurs décrivaient des rues, inondées de larmes et d'encens, emplies des hymnes et des cris des désespérés. Il régnait dans ces rassemblements une énergie intense, presque hypnotique, un espoir désespéré que la ferveur humaine puisse infléchir le destin. Mais ces foules, cherchant le salut, contribuaient souvent à accélérer la contagion. Autre ironie tragique de l'époque. La peur dressait les voisins les uns contre les autres et l'hystérie religieuse alimentait soupçons et boucs émissaires. Des prédicateurs affirmaient que la peste ne cesserait que si la société retrouvait une foi pure. On voyait le péché partout, accusant l'excès, l'hérésie ou la décadence morale. Comme nous le verrons plus tard, cette même peur conduira à des violences atroces contre des minorités innocentes. Mais pour l'instant, l'attention se portait sur la souffrance volontaire des croyants. Les communautés oscillaient entre prières et paniques, espérant que le rituel puisse compenser la marche implacable de la peste. Certains dirigeants et membres du clergé essayaient de canaliser cette ferveur, organisant prières et processions publiques tout en maintenant l'ordre. D'autres se laissaient submerger par la peur et la superstition. Cette période devint une scène où la dévotion spirituelle côtoyait la panique collective, montrant à quel point foi et peur pouvaient s'être liées face à l'incompréhensible. Les flagellants, malgré leur ferveur, devinrent controversés. Considérés comme saints par certains, comme dangereux extrémistes par d'autres, leurs rituels publics semaient plus le chaos que le réconfort. Il faut se rappeler qu'aussi extrêmes ou troublantes que leurs pratiques nous paraissent aujourd'hui, ces personnes cherchaient simplement à faire face à un monde qui avait basculé. Il n'y avait ni remède, ni traitements efficaces, et chaque jour apportait la nouvelle d'un proche perdu. Dans cette détresse, le rituel, la prière et la souffrance visible étaient des manières de reprendre un semblant de contrôle, de donner du sens au chaos. Et comme nous le verrons dans d'autres volets,
Ce mélange de peur et de foi influença la manière dont les villes réagirent, dont les quarantaines furent imposées, et façonna la mémoire culturelle de la peste noire pendant des siècles. L'histoire de la foi et de la peur pendant la peste nous rappelle la lutte de l'humanité pour comprendre l'inexplicable. Quand la logique échoue, les hommes se tournent vers le rituel, la croyance et l'action collective, parfois créant de l'espoir, parfois amplifiant la terreur. Avançons donc en gardant en tête ces processions de flagellants, saignants et chantants, à Cologne, Strasbourg et Pérouse, et voyons comment peur et foi se sont entremêlées dans la pire crise que l'Europe ait jamais connue. Désigner des boucs émissaires innocents, juifs, minorités et colère publique. Quand la peste noire a balayé l'Europe, elle n'a pas seulement tué sans distinction, elle a déclenché une tempête de peur, de colère et de soupçons qui a dressé les voisins les uns contre les autres. Des gens qui n'avaient aucun lien avec la maladie sont soudain devenus des cibles de haine, simplement parce qu'ils étaient différents. Des communautés entières, en particulier les populations juives, sont devenues des boucs émissaires commodes face à une souffrance qu'on ne comprenait pas. Dans des villes de Strasbourg à Barcelone, les rumeurs se sont répandues comme une traînée de poudre. Ils ont empoisonné les puits, chuchotait-on. Ils nous ont apporté la peste exprès. La panique a fait disparaître toute logique, et la peur a transformé des étrangers en coupables. Des communautés qui avaient vécu relativement en paix pendant des décennies se sont retrouvées assiégées. Des quartiers juifs ont été attaqués, des maisons et des synagogues incendiées, et des innocents arrachés à leur foyer puis exécutés dans des scènes atroces. À Strasbourg, l'un des massacres les plus tristement célèbres a eu lieu en février de 1449, quand plus de 600 juifs furent arrêtés et brûlés vifs après avoir été accusés d'avoir empoisonné les puits de la ville. Bâle a connu des horreurs similaires, des foules y détruisant des maisons juives et forçant des communautés entières à fuir. À Mayence, Cologne et Francfort, le Rhin s'est transformé en un paysage de terreur, quartiers juifs attaqués, synagogues détruites et vies brutalement arrachées. Même les villes d'Espagne comme Barcelone n'ont pas été épargnées. Les Juifs y ont subi accusations, violences et expulsions. Et il n'y avait pas que les Juifs. Des marchands étrangers, des voyageurs et même les pauvres étaient soupçonnés d'avoir apporté la maladie. La peste a créé une vision du monde où la différence équivalait à la culpabilité et où la suspicion justifiait la violence. Des régions entières se sont retournées contre des voisins qu'elles connaissaient depuis des années, convaincus qu'il fallait punir pour apaiser la colère divine ou stopper la maladie. Les autorités avaient souvent du mal à intervenir, en partie parce qu'elles étaient dépassées par l'ampleur de l'épidémie. Dans certaines villes, des dirigeants locaux ont essayé de protéger les minorités, reconnaissant leur innocence. Charles IV de France, par exemple, publia des décrets pour défendre les communautés juives et avertit les citoyens de ne pas les attaquer. Mais ces efforts furent souvent ignorés et la mentalité des foules l'emporta sur la loi. Des chroniqueurs ont décrit des habitants traînant des gens dans les rues, les forçant à avouer sous la torture ou les brûlant vifs, tout cela au nom d'arrêter une maladie que personne ne pouvait contrôler. C'était une démonstration terrifiante de la manière dont la peur peut écraser la morale et la raison. Les chefs religieux ont eux aussi ajouté de l'huile sur le feu. Certains prêchèrent que la peste était une punition divine pour les péchés, laissant entendre que les étrangers ou les minorités étaient particulièrement coupables. D'autres condamnant la violence contre les innocents, mais leurs voix étaient souvent couvertes par le chaos et l'hystérie. En l'absence de compréhension scientifique, la superstition et l'accusation sont devenus des outils pour donner un sens à l'incompréhensible. Astrologie, présages et vieilles légendes furent invoqués comme preuve que certains groupes étaient responsables, donnant à la panique un visage cruel et une cible humaine. Dans certaines régions, les conséquences allaient au-delà des violences immédiates. Des populations juives entières furent expulsées des villes, leurs biens confisqués, leurs moyens de subsistance détruits. Les survivants durent migrer, laissant derrière eux des siècles d'histoire et de culture. Ces vagues de persécution ont bouleversé des communautés pendant des générations, alimentant une peur et une méfiance persistantes longtemps après la fin de l'épidémie. Même dans les endroits où la violence fut moins extrême, la cohésion sociale s'effondra et les liens entre voisins se déchirèrent sous le poids du soupçon. Pourtant, au milieu de l'horreur, quelques histoires de solidarité ont surgi. Certains chrétiens risquèrent leur vie pour protéger leurs voisins juifs, cachant des familles ou leur apportant de la nourriture. À Bâle et dans d'autres villes, quelques responsables tentèrent de protéger les innocents des foules,
même si leurs efforts étaient bien limités. Ces gestes, petits mais importants, montraient à quel point cette rage était arbitraire. Les innocents souffraient non pas à cause de ce qu'ils avaient fait, mais parce que la peur collective écrasait la société. La désignation des Juifs et des minorités comme boucs émissaires pendant la peste noire reste une leçon sombre. La peur peut très vite surpasser la raison, la morale et la justice. La panique peut retourner des communautés contre elles-mêmes, et en temps de crise, la recherche d'un coupable peut entraîner des conséquences dévastatrices. Comprendre ces événements, ce n'est pas seulement regarder le passé, c'est aussi reconnaître la fragilité de la confiance sociale quand une société est poussée à ses limites. La peste noire a tué des centaines de milliers de personnes, mais la colère publique qu'elle a déclenchée a détruit les liens qui maintenaient les communautés ensemble, laissant des cicatrices qui ont perduré des siècles. Strasbourg, Bâle, Mayence et Barcelone restent des rappels brutaux que la peur peut inventer des monstres et que le coût humain de la suspicion peut rivaliser avec celui de la maladie la plus mortelle. Quarantaine ou tyrannie, les villes se confinent au milieu du chaos. Quand la peste noire est arrivée en Europe, la panique se propageait déjà plus vite que la maladie elle-même. Des rues autrefois animées par les marchands et les enfants jouant se sont tues presque du jour au lendemain. Les gens fermaient leurs volets, refusaient d'ouvrir leurs portes et murmuraient des rumeurs d'ennemis invisibles capables de bondir d'une personne à l'autre. Les responsables des villes se posaient une question terrifiante. Comment protéger les vivants quand on ne voit même pas l'ennemi? La réponse, dans bien des cas, fut le confinement. Des mesures qui paraissaient à la fois nécessaires et tyranniques. La quarantaine est née de la désespoir. Les ports de Venise, Gênes et Marseille commencèrent à retenir les navires arrivant pendant 40 jours, d'où le mot « quarantaine », tiré de l'italien « quaranta ». Pendant ce temps, équipage et cargaison étaient isolés pour éviter que rats, puces ou humains infectés ne propagent la maladie. Au début, cela paraissait raisonnable, mais appliquer cela à grande échelle était presque impossible. Les villes étaient bondées, l'hygiène quasi inexistante et l'application souvent brutale. Des gardes surveillaient les ponts, bloquaient les routes et patrouillaient aux portes. Quiconque tentait de franchir les lignes de quarantaine risquait la prison, voire pire. Pour certains, cela ressemblait moins à une protection qu'à un emprisonnement imposé par des dirigeants terrorisés. À l'intérieur des murs, la vie changea radicalement. Les marchés se vidaient, les boulangeries manquèrent de farine, et les tavernes, jadis pleines de vie, fermaient leurs portes. Des familles qui avaient toujours vécu du commerce quotidien se retrouvèrent isolées. Les voisins se surveillaient, craignant que le moindre contact n'apporte la mort. Beaucoup abandonnèrent les malades à leur sort, tandis que d'autres cachaient leurs proches, risquant la loi autant que la contagion. Les confinements visaient à sauver des vies, mais ils amplifièrent la peur, la rancune et parfois même la révolte. Même à l'époque, des débats moraux et politiques faisaient rage. Certains affirmaient que ces mesures dures étaient nécessaires pour protéger la majorité, tandis que d'autres accusaient les dirigeants d'abuser de leur pouvoir, utilisant la quarantaine pour contrôler, saisir des biens ou imposer l'obéissance. Les églises prenèrent position aussi, promouvant souvent des fermetures strictes ou organisant des processions et des prières à l'intérieur des murs. Ce mélange de religion, de peur et d'autorité créait une atmosphère où survie et obéissance devenaient indissociables, mais profondément contestées. Fait intéressant, ces premières quarantaines ont eu des effets qui allaient au-delà de la peste. Des familles entières déménagèrent, les routes commerciales changèrent, et certaines villes qui réussirent à appliquer ces mesures devinrent des modèles pour de futures politiques de santé publique. Pourtant, l'efficacité restait inégale. Certaines villes s'en sortirent mieux simplement parce qu'elles pouvaient se permettre des confinements stricts. Dans les régions pauvres ou aux réseaux commerciaux complexes, la maladie franchissait souvent les barrières, rendant les mesures les plus rigoureuses seulement partiellement efficaces. Cette imprévisibilité, combinée aux rumeurs et superstitions, alimenta une méfiance grandissante entre dirigeants et citoyens. Un thème qui rejoignait celui du rejet et des violences sociales ailleurs. Les confinements eurent aussi des conséquences psychologiques. Les gens furent obligés de se confronter à la mort d'une manière inédite. L'isolement renforçait le choc de voir des voisins et amis succomber à la maladie. Certains se replièrent tôt dans la prière ou la superstition, d'autres s'en prirent à ceux qu'ils accusaient d'avoir apporté la mort dans leur rue. La peur de l'infection et la peur de l'autorité se mêlaient, créant une tension prête à exploser à tout moment. Malgré les souffrances,
la quarantaine montrait une intuition précoce de la contagion, même sans science. Les autorités avaient compris que limiter les déplacements pouvait ralentir la propagation, donnant une chance aux villes de survivre aux premières vagues. C'était à la fois une mesure de protection et une expérience politique, un équilibre fragile entre sauver des vies et contrôler des populations. Les villes devinrent des laboratoires de survie dans un contexte inimaginable, et leurs expériences allèrent influencer les politiques de santé publique pendant des siècles. En se confinant au milieu du chaos, l'Europe a retenu une leçon sombre. Survivre demande parfois des sacrifices inconfortables, et la frontière entre protection et oppression n'est jamais nette. L'histoire de ces quarantaines nous rappelle que peur, stratégie et résilience humaine se sont toujours entremêlées face à la menace invisible et implacable de la peste. Les secrets des médecins de la peste, masques, bâtons et pratiques mystérieuses. Quand la peste noire déferla sur l'Europe, la peur ne toucha pas seulement les gens ordinaires, elle s'empara aussi des guérisseurs. Les médecins de la peste devinrent des figures à la fois redoutées et fascinantes, arpentant les rues vêtus d'étranges costumes qui semblaient sortir d'un cauchemar. Leurs longs masques en forme de bec, leurs larges chapeaux et leurs lourdes robes les rendaient immédiatement reconnaissables, presque comme des présages de mort ambulants. Mais derrière cette apparence terrifiante se cachait un mélange de science désespérée, de superstition et, dans certains cas, de secrets qui intriguent encore les historiens aujourd'hui. Le fameux masque n'était pas seulement destiné à impressionner. Le bec était rempli d'herbes, d'épices et parfois de fleurs séchées, censées filtrer le miasme, l'air corrompu que l'on croyait porteur de la peste. Cela semble étrange maintenant, mais à l'époque, c'était de la médecine préventive à la pointe. Les médecins portaient aussi de longs bâtons de bois qu'ils utilisaient pour examiner les patients sans les toucher directement, pour les manipuler ou même pour repousser les foules paniquées. Ces outils leur donnaient une allure à la fois scientifique et surnaturelle, symbole vivant de la mince frontière entre la vie et la mort. Il est intéressant de noter que les connaissances médicales de ces médecins étaient souvent limitées. Beaucoup étaient mal formés, parfois recrutés à la hâte quand les villes étaient désespérées. Ils se fiaient à un mélange d'observations, de notions d'anatomie rudimentaire et de vieux textes médicaux. L'alchimie, l'astrologie et la superstition s'immisçaient dans leur travail. Certains pensaient que l'alignement des étoiles influençait la maladie, tandis que d'autres testaient des concoctions obscures allant de passes à base de plantes à des lavages au vinaigre. Malgré leurs méthodes étranges, ces médecins apportaient souvent un certain réconfort et des conseils, même si les véritables remèdes manquaient. Certaines villes tenaient des registres précis de la peste, et c'est grâce à eux que nous connaissons l'ampleur du travail de ces médecins. Ils notaient les symptômes, les taux de mortalité et les schémas de propagation, posant sans le vouloir les bases de l'épidémiologie moderne. Et même si leurs costumes nous paraissent aujourd'hui théâtraux, à l'époque, ils représentaient une tentative vitale de créer une barrière entre eux et le tueur invisible qu'ils affrontaient chaque jour. Mais tous leurs secrets n'étaient pas pratiques. Les médecins de la peste gardaient souvent de mystérieux carnets remplis d'observations, de remèdes et de notes codées, certaines destinées à protéger leur savoir, d'autres pour cacher des expériences aux regards indiscrets. Ce mélange de secrets, de tenues rituelles et d'un climat d'épidémie terrifiante fit d'eux des personnages légendaires. On murmurait à propos de leurs succès et de leurs échecs, imaginant à la fois des miracles et des pratiques interdites, dissimulées derrière le bec et les robes. Il faut aussi rappeler que la simple présence de ces médecins avait un effet psychologique. Pour les habitants, les voir signifiait à la fois avertissement et réconfort, un rappel de la proximité de la mort, mais aussi la preuve que quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, essayait de l'affronter. L'image d'une silhouette masquée avançant dans les ruelles étroites était glaçante et pourtant étrangement rassurante. Un symbole que l'humanité résistait encore, même face à un ennemi aussi implacable que la peste noire. La danse macabre, art, littérature et obsession culturelle pour la mort. Vers le milieu du XIVe siècle, la mort était devenue une compagne inévitable pour presque tout le monde en Europe. La peste noire n'a pas seulement pris des vies, elle a transformé la façon dont les gens pensaient, parlaient et imaginaient le monde. Elle força les artistes, les écrivains et les penseurs à affronter la mortalité de plein fouet, transformant la peur en expression et créant une obsession culturelle qui résonnerait pendant des siècles. Ce n'était pas seulement une question de documenter les pertes,
mais de les comprendre, de les affronter et de chercher du sens dans un monde bouleversé par la peste. L'une des manifestations les plus frappantes de cette obsession fut la prolifération de la danse macabre dans l'art et la littérature. Gravures, fresques et peintures murales apparurent dans les églises et les lieux publics, représentant des squelettes entraînant des personnes de toutes conditions, rois, paysans, marchands, prêtres, vers leur fin inévitable. Les images étaient dures, parfois horribles, mais curieusement égalitaires. Quelle que soit la richesse, le statut ou le pouvoir, la mort était le grand égalisateur. Les spectateurs ne voyaient pas seulement des squelettes, ils se voyaient eux-mêmes reflétés en eux, contraints de faire face à la fragilité de la vie, comme aucun mot seul n'aurait pu le faire. Les écrivains et chroniqueurs, eux aussi, s'attaquèrent à la marche implacable de la peste. Les récits de familles décimées, de villes vidées, de malades abandonnés, devenaient des thèmes récurrents. La poésie et la prose exploraient les dimensions psychologiques et spirituelles de la mortalité, mêlant chagrin, réflexion morale et parfois humour noir. Dans ces histoires, les morts n'étaient pas seulement rappelés, ils étaient étudiés, leurs décès interprétés comme des leçons ou des avertissements. Cette littérature ne servait pas seulement à distraire, elle éduquait et apaisait, aidant les communautés à supporter l'ampleur incompréhensible des pertes. Certains textes offraient même des conseils pratiques, mélangeant superstition et observation médicale naissante, bien qu'ils confondaient souvent fait et imagination. L'obsession pour la mortalité ne s'arrêta pas aux arts visuels ou littéraires. La musique, le théâtre et les rituels religieux en furent aussi imprégnés. Des processions de pénitents vêtus de robes noires ou de masques mettaient en scène des morts symboliques, dramatisant la vulnérabilité humaine de façon à la fois collective et cathartique. Même dans les foyers, des familles se commandaient de petites représentations de squelettes ou de scènes macabres, rappel constant de la fragilité de la vie. Cette culture de la mort devint une lentille à travers laquelle on comprenait l'existence quotidienne, insistant sur l'humilité, la réflexion et l'importance spirituelle de se préparer à ce qui pouvait arriver à tout instant. Curieusement, cette focalisation artistique et littéraire sur la mortalité n'était pas uniquement morbide. Elle nourrissait la créativité, l'innovation et la réflexion. Les artistes expérimentaient avec la perspective, le symbolisme et l'allégorie pour transmettre des idées complexes sur la vie et la mort. Les écrivains mêlaient allégorie, humour et réalisme pour rendre tangibles des peurs abstraites. D'une certaine manière, la peste noire força la culture à évoluer, laissant derrière elle des œuvres non seulement importantes sur le plan historique, mais aussi profondément émouvantes. L'obsession pour la mort devint un outil pour apprivoiser la peur, offrant structure et sens dans un monde imprévisible. Ces expressions reliaient aussi les communautés à travers l'Europe. Les thèmes de la danse macabre apparurent de l'Italie à l'Allemagne, de la France à l'Angleterre, montrant que malgré les variations locales, l'impact psychologique de la peste était universel. Les gens se reconnaissaient eux-mêmes et leurs voisins dans ces images, partageant une compréhension commune que la vie était précieuse justement parce qu'elle était fragile. Et bien que les vagues suivantes de peste continueraient à semer la peur, ces réponses culturelles laissèrent une trace durable de résilience, de réflexion et de créativité. Au final, la danse macabre fut plus qu'une tendance artistique, ce fut un mécanisme de survie, une méditation et un avertissement. Elle transforma la terreur en expression, le chaos en récit et la peur en réflexion. En affrontant la mort ouvertement, les communautés trouvèrent-ils des moyens de vivre leur deuil, de défier les hiérarchies sociales et de laisser un héritage créatif forgé par la catastrophe. La peste noire a peut-être emporté des millions de vies, mais l'obsession culturelle qu'elle inspira fit en sorte que les leçons, les peurs et les réflexions de cette époque dansent à travers les générations, rappelant à l'Europe que même dans la mort, il y a une histoire à raconter. Survivre contre toute attente, histoire d'individus et de familles qui ont tenu bon. Au milieu de la terreur implacable de la peste noire, on oublie facilement que, tandis que des villes entières s'éteignaient, certains survivaient malgré tout. Leurs récits paraissent presque incroyables. Dans des villages désertés par leurs habitants et des familles brisées par le deuil, quelques individus et foyers ont résisté, affrontant un monde bouleversé. Ce n'étaient pas des héros au sens classique, juste des gens ordinaires, comptant sur l'instinct, la chance et parfois un peu de ruse pour survivre à ce qui semblait impossible à arrêter.
Prenons l'exemple d'une petite famille dans un village près de Florence. Quand la peste arriva, ils comprirent vite le danger du contact avec les étrangers. Ils fermèrent leurs maisons, firent des provisions supplémentaires et évitèrent les rues. Ils ne récupérèrent dans les maisons abandonnées de leurs voisins que par nécessité, le visage couvert de tissu, une forme instinctive et précoce de ce qui deviendrait plus tard le masque du médecin de la peste. Leur vigilance ne garantissait pas la survie, mais elle leur donnait une chance. Pendant ce temps, les familles qui hésitaient ou ignoraient les premiers avertissements mouraient souvent en quelques jours. La différence entre vivre et mourir se jouait à de petits choix réguliers. La chance, bien sûr, jouait un rôle énorme. Les puces ne piquaient pas tout le monde de la même manière, et certains étaient naturellement moins sensibles à la maladie. Quelques marchands riches survivaient simplement parce qu'ils pouvaient s'isoler dans des domaines éloignés, loin des centres urbains bondés où l'infection circulait rapidement. À l'inverse, certaines familles pauvres, pourtant très strictes en matière d'hygiène ou de quarantaine, succombaient malgré tout, preuve que la stratégie seule ne suffisait pas. Survivre relevait d'un mélange de préparation, de prudence et de hasard. Certaines communautés inventaient des moyens de résister. Dans des villes déjà frappées par une première vague, les survivants s'organisaient pour maintenir les services essentiels sans enfreindre les règles d'isolement. Des groupes se relayaient pour aller chercher de l'eau, soigner les malades ou enterrer les morts, réduisant ainsi les risques d'exposition. Ces mesures n'étaient pas parfaites, mais elles ralentissaient la contagion et permettaient à certaines familles de traverser l'épreuve. D'une certaine manière, ces efforts annonçaient les stratégies de santé publique qui ne seraient donc formalisées que des siècles plus tard. Le poids psychologique pour les survivants était immense. Imaginez être l'un des rares à rester debout, alors que les rues autour de vous sont vides, les marchés abandonnés et vos proches disparus. Le chagrin se mêlait à la peur. Chaque toux, chaque visage fiévreux, chaque ombre pouvait annoncer un nouveau foyer d'infection. Beaucoup décrivirent plus tard un sentiment de vide, une mémoire obsédante d'isolement et de perte. Pourtant, dans cette endurance, les communautés développaient souvent des liens plus forts et une empathie plus profonde, des qualités essentielles pour reconstruire une fois la peste passée. De manière remarquable, certaines familles le consignèrent leur expérience, laissant des journaux et des lettres qui dévoilent leur stratégie de survie. Elles racontaient des gestes simples mais vitaux, brûler les vêtements contaminés, faire bouillir l'eau, éviter les rassemblements. D'autres décrivaient les dilemmes moraux qui les hantaient, comme décider de soigner les malades ou de protéger la sécurité de leur foyer. Ces témoignages nous offrent une rare fenêtre sur le quotidien au cœur des heures les plus sombres de l'Europe et rappellent que l'esprit humain persista, même quand la société semblait s'écrouler. La survie eut aussi des conséquences à long terme. Les familles qui traversèrent la peste héritèrent souvent des biens et des terres de proches disparus, bouleversant les structures sociales et économiques. Les enfants qui résistèrent développèrent une résilience particulière, forgeant les communautés qui renaîtraient des ruines. Certaines villes comprirent l'importance de l'hygiène et de la préparation, posant les bases de la santé publique, des quarantaines aux pratiques médicales, en passant par l'urbanisme. Ces récits de familles et d'individus qui ont tenu bon pendant la peste noire témoignent de l'adaptabilité humaine et du courage face à l'inimaginable. Ils nous rappellent que, même dans un monde dominé par la peur et la perte, la persévérance, des choix prudents et un peu de chance permettent à la vie de continuer. Tissées de tragédie et d'espoir, ces histoires forment une mémoire vivante de résilience, qui résonne bien au-delà des siècles qui nous séparent de l'ombre de la peste. Croyances controversées, astrologie, superstition et recherche de coupables. La peste noire ne se contenta pas de tuer, elle sema confusion, terreur et un besoin désespéré d'explication, aussi improbable soit-elle. Quand la maladie frappa, personne ne savait pourquoi elle apparaissait, ni pourquoi elle était si implacable. On se tourna vers l'astrologie, persuadé que l'alignement des étoiles et des planètes avait libéré ce tueur invisible. Des cartes furent tracées, des horoscopes étudiés, des astrologues consultés comme si le ciel lui-même tenait l'humanité responsable. Certains affirmèrent qu'une conjonction rare de Saturne, Jupiter et Mars avaient créé une fenêtre de peste condamnant des régions entières. D'autres murmuraient que comètes ou éclipses annoncèrent la mort. Qu'elles soient vraies ou fausses, ces croyances donnaient aux gens un cadre, aussi effrayant soit-il pour tenter de comprendre un monde devenu fou.
la superstition prospérait à côté de l'astrologie. Amulettes, talismans et décoctions à base de plantes étaient monnaie courante. On portait des fleurs ou des herbes parfumées pour purifier l'air. Vinaigre, eau de rose et encens brûlé étaient utilisés sans relâche, répandus dans les maisons et les rues pour éloigner la maladie. Certains croyaient même que le bruit ou les cloches pouvaient chasser la peste. Ces rituels paraissent étranges aujourd'hui, mais à l'époque, ils procuraient un sentiment de contrôle dans un monde où tout échappait. Quand la terre pouvait engloutir des familles du jour au lendemain, même une petite croyance en une protection magique ressemblait à de l'espoir, mais la peur se transforma vite en recherche de coupables. Les communautés cherchaient près des boucs émissaires, et tragiquement, beaucoup d'innocents furent devisés. Les communautés juives furent accusées d'empoisonner les puits. Les voyageurs, les étrangers et même certaines minorités locales furent soupçonnés de propager la peste volontairement. Ces accusations menèrent à des violences atroces. Des quartiers entiers furent détruits, d'innombrables innocents exécutés pour des crimes imaginaires. L'ironie était amère. La peste frappait sans distinction, mais les vivants se déchiraient, aveuglés par la peur et la suspicion. Ce schéma de rejet ne fut pas qu'une faiblesse humaine. Il façonna aussi le paysage social et politique, poussant les dirigeants à réagir, parfois avec brutalité, pour maintenir l'ordre. Ces croyances, lorsque controversées, s'entremêlaient aussi avec la religion. Certains voyaient dans la peste une punition divine. Prières collectives, pénitences et processions de flagellants devinrent courantes, les foules se fouettant en public pour expier les fautes de l'humanité. Pourtant, superstition et astrologie ne disparaissaient pas des églises. Elles coexistaient, parfois en conflit avec l'orthodoxie. Le clergé débattait. La maladie venait-elle des étoiles, des péchés ou du poison? Certains accusaient même des sectes rivales de propager le fléau par magie noire. Le résultat était un enchevêtrement de croyances, de peur et d'autorité, guidant les réactions de la société. Les conséquences économiques et sociales s'y mêlaient. La panique provoquait thésaurisation et refus de commercer. Des marchands arrêtèrent de voyager et des villes s'isolèrent en quarantaine, par peur de la contagion, mais aussi de malédictions, de mauvais œil ou de complots malveillants. Rappelez-vous les bouleversements du travail et les pénuries. Une partie venait de comportements dictés par la peur, pas seulement des décès. Les gens refusèrent de travailler, le commerce ralentissait, et ces superstitions influençaient ce quelle communauté survivait ou s'effondrait. Même après le recul des premières vagues, ces croyances persistèrent. Les cartes astrologiques continuaient d'être consultées, les talismans portés et la méfiance subsistaient, parfois ravivée lors d'épidémies ultérieures. Elles marquèrent la littérature, l'art et le folklore, laissant une empreinte durable sur la mémoire collective. Les chercheurs débattent encore, lesquelles étaient de simples tentatives inoffensives pour comprendre, et lesquelles engendrèrent de réels dégâts et injustices. Au final, ces croyances, qu'elles soient célestes, mystiques ou dictées par la peur, nous rappellent que la peste noire fut autant une crise psychologique et sociale qu'une crise biologique. L'humanité chercha à expliquer l'inexplicable, inventant des raisons au chaos, parfois au détriment de la logique, de l'équité et des innocents. Ce fut un temps où peur et incertitude s'entrelacèrent avec foi et superstition, laissant un héritage de mythes, de leçons et d'histoires qui perdurent encore aujourd'hui. Changement de pouvoir, révolte paysanne et affaiblissement de la noblesse. Au moment où la peste noire avait déjà fait des millions de victimes en Europe, le paysage social se transformait de façon imprévisible. Des villages entiers se vidaient, les champs restaient en jachère, et les structures rigides du féodalisme commençaient à chanceler. Les gens qui avaient été liés par des siècles de coutumes se retrouvaient soudain dans un monde où la main-d'œuvre manquait, où la terre abondait et où les anciennes règles ne paraissaient plus absolues. C'était un moment propice au bouleversement, une tempête parfaite qui allait faire basculer le pouvoir loin de la noblesse et donner aux paysans le courage de défier l'ordre établi. Avant l'épidémie, les paysans vivaient sous un contrôle étroit. Ils travaillaient la terre pour les seigneurs, payaient des loyers et subissaient des obligations écrasantes qui laissaient peu de place à l'autonomie. Mais la peste noire, en ravageant villes et campagnes, n'a pas seulement pris des vies, elle a créé des opportunités. La pénurie de main-d'œuvre offrit aux paysans un pouvoir qu'ils n'avaient jamais eu. Du jour au lendemain, un ouvrier agricole devenait aussi précieux qu'un marchand, et les nobles qui tentèrent d'imposer les anciens loyers ou punitions se retrouvaient impuissants.
Ce déséquilibre ouvrit la voie aux révoltes quand les gens ordinaires comprirent que leur survie pouvait se transformer en force de négociation. La révolte des paysans anglais de 1471 est l'exemple le plus célèbre, mais des troubles similaires éclatèrent partout en Europe. Les paysans réclamaient de meilleurs salaires, moins d'impôts et un allègement des obligations oppressantes. Dans certaines régions, ils allaient jusqu'à incendier des manoirs, affronter les seigneurs locaux et affirmer une voix nouvelle dans un monde qui les avait toujours réduits au silence. Ce n'était pas seulement de la colère, c'était un instinct de survie, une réaction à un monde transformé sous leurs pieds. Et, comme nous le verrons plus tard, l'affaiblissement de la noblesse allait avoir des conséquences durables sur le gouvernement, le développement urbain et la montée de pouvoir plus centralisé dans certaines régions. La noblesse, de son côté, peinait à garder le contrôle. Elle faisait face à une population réduite, à moins de travailleurs valides et à une pression économique croissante. Dans certains endroits, ces tentatives de maintenir les vieilles hiérarchies se retournaient contre elle, alimentant le ressentiment et la révolte. Des seigneurs qui autrefois régnaient sans contestation se retrouvaient à négocier avec des ouvriers, offrant de meilleures conditions simplement pour garder leurs terres productives. C'était une inversion du destin qui montrait la fragilité des structures sociales, prouvant que même des systèmes vieux de plusieurs siècles pouvaient s'effondrer sous le choc d'une catastrophe. Fait intéressant, ce basculement de pouvoir toucha aussi la vie urbaine. Les villes qui survécurent aux premières vagues de la peste virent les marchands et artisans gagner en influence. La pénurie de main-d'œuvre ne se limitait pas aux campagnes, et les travailleurs qualifiés pouvaient réclamer de meilleurs salaires ou conditions. Cette redistribution subtile du pouvoir posa les bases de transformations économiques qui allaient contribuer plus tard à la Renaissance, quand la richesse et l'influence cesseraient d'être uniquement liées à la naissance, pour s'attacher davantage aux compétences, au commerce et à la résilience. Cependant, ces changements ne furent ni uniformes ni permanents. Certaines révoltes furent écrasées dans le sang, tandis que d'autres aboutirent à de réelles concessions. La combinaison de peste, de pénurie de main-d'œuvre et d'agitation sociale donna des résultats contrastés, mais la tendance générale était claire. La peste noire avait affaibli l'ancienne noblesse et donné du pouvoir à des gens ordinaires comme jamais auparavant. Cela rappelle que les catastrophes, aussi tragiques se soient-elles, peuvent aussi devenir des catalyseurs de changement social. Et en avançant, on verra comment ces basculements de pouvoir s'entrelacèrent avec les vagues répétées de la peste, ses mutations et la peur constante. Mais pour l'instant, l'histoire des révoltes paysannes et de l'affaiblissement de la noblesse nous montre que la peste noire n'a pas seulement été une catastrophe biologique, elle fut un tournant de l'histoire humaine, un moment où les équilibres de pouvoir commencèrent à basculer, laissant une empreinte durable sur le tissu social et économique de l'Europe. Vagues récurrentes, mutations, variants et peurs continues. Au moment où l'Europe croyait avoir laissé derrière elle le pire de la peste noire, des rumeurs de nouvelles flambées commencèrent à circuler. La peste n'était pas un événement unique et isolé, elle revenait par vagues, parfois des décennies plus tard, chacune apportant une nouvelle dose de terreur et d'incertitude. Les gens comprirent que survivre une fois ne garantissait pas la sécurité pour toujours. La maladie mutait, changeant de manière invisible à l'œil humain mais mortelle dans ses effets, frappant de nouvelles populations ou revenant là où l'on se pensait à l'abri. C'était une leçon sombre. Aucune communauté, aussi prudente soit-elle, n'était jamais totalement à l'écart de son emprise. Ports, bourgs et cités, qui avaient été des foyers initiaux, se préparaient désormais à des résurgences. Les marchands qui voyageaient entre l'Italie, la France et l'Angleterre transportaient à la fois des biens et la maladie, alimentant malgré eux de nouvelles vagues. Les chroniqueurs décrivirent aux eaux des villes entières à nouveau fermées, des marchés vides et des rues étrangement silencieuses, la peur se propageant plus vite que la peste elle-même. Les familles qui avaient perdu des proches lors de la première vague affrontaient l'horreur de nouvelles pertes. À Marseille, par exemple, des vagues survenues des décennies plus tard poussèrent les autorités à appliquer des quarantaines maritimes plus strictes, marquant parmi les premières tentatives systématiques de contrôle des navires entrants. Le choc psychologique était immense. Chacun vivait dans une angoisse permanente, sans jamais savoir si une toux, une fièvre ou un bubon enflé signifiaient la vie ou la mort. La compréhension médicale restait rudimentaire. Les médecins peinaient à distinguer les différentes formes de la maladie, attribuant souvent ces nouveaux accès à la colère divine, à l'air corrompu ou aux astres mal alignés. Les remèdes qui semblaient efficaces lors des premières vagues
quarantaine, fumigation, décoction d'herbes furent réemployées, mais de façon inégale. Les communautés tentaient à instaurer des mesures d'isolement de plus en plus sévères, allant jusqu'à barricader des quartiers entiers ou contraindre des voyageurs à rester isolés des semaines durant. Ces mesures sauvèrent des vies dans certains cas, mais engendrèrent aussi rancune, difficultés économiques et tensions sociales, montrant que la peur pouvait être aussi contagieuse que la maladie. Des villes comme Milan mirent en place des cordons sanitaires, bloquant physiquement les routes pour stopper la propagation, une stratégie qui reflétait à la fois le désespoir et une pensée sanitaire naissante. Les mutations signifiaient aussi que la peste frappait de façons inattendues. Certains variants semblaient plus virulents, tuant plus vite, tandis que d'autres se propageaient plus discrètement, donnant aux communautés un faux sentiment de sécurité avant de les anéantir. Les saisons, la densité de population et les flux commerciaux influençaient l'intensité des flambées. Des villages épargnés par les premières vagues se retrouvaient démunis, leurs habitants déjà affaiblis par la mortalité et la pénurie passée. Dans certains cas, des survivants d'infections antérieures furent à nouveau contaminés des décennies plus tard, signe qu'au mieux l'immunité était partielle. La maladie exploitait ces failles sans pitié, donnant l'impression d'une intelligence malveillante et renforçant le sentiment d'impuissance chez les gens. Les réponses culturelles et sociales évoluèrent avec les récurrences. L'art, la littérature et les pratiques religieuses reflétaient cette angoisse persistante. Les communautés renforcèrent les rituels de pénitence, de prière et de deuil public, tandis que folklore et superstition s'adaptaient pour expliquer ces vagues répétées. Certains accusaient les étrangers, d'autres les pêcheurs, et d'autres encore les étoiles. Les chroniqueurs des deuxième et troisième vagues notèrent une paranoïa sociale accrue, où un simple éternuement pouvait déclencher soupçons et conflits. Chaque retour amplifiait les peurs et les préjugés existants, renforçant l'idée que la mort rôdait toujours à proximité. Même la vie quotidienne s'en trouva altérée. Marchés, fêtes et rassemblements furent limités, laissant une empreinte durable sur l'existence en Europe. Pourtant, au milieu de cette crainte, la résilience persistait. Les familles fuyaient les zones touchées. Les communautés expérimentèrent de meilleures pratiques d'hygiène et de santé publique, et les autorités locales commencèrent à documenter les épidémies de façon plus systématique. À Florence, par exemple, les registres municipaux montrent la mise en place de mesures rudimentaires de lutte contre la peste. Enterrer les morts hors des murs de la ville, nettoyer les rues plus régulièrement, des innovations directement nées de la répétition des vagues. Ces retours, aussi dévastateurs soient-ils, forcèrent l'Europe à accepter que la peste noire n'était pas un épisode ponctuel mais une menace persistante. Les leçons tirées d'une vague guidaient la suivante, posant lentement les bases d'une santé publique plus organisée dans les siècles à venir. Les frappes répétées de la peste remodelèrent l'Europe, non seulement démographiquement mais aussi psychologiquement. La peur continue devint partie intégrante de la vie quotidienne, imbriquée dans les structures économiques, politiques et sociales. Les gens s'adaptèrent, fuirent ou résistèrent de toutes les façons possibles, créant un modèle de survie dans l'imprévisibilité. L'héritage de la peste noire ne se limitait pas aux vies perdues. C'était l'ombre persistante qu'elle projetait sur l'Europe, rappelant que même après la vague la plus meurtrière, la menace pouvait revenir, mutée et implacable, et que seule la vigilance alliée à la résilience importait autant que la chance pour survivre dans un monde dominé par un prédateur invisible. La mémoire de ces vagues récurrentes dura des générations, influençant l'aménagement urbain, les pratiques commerciales et les comportements sociaux bien après la fin des dernières infections. Héritages à long terme, santé publique, médecine et urbanisme. Quand les dernières vagues de la peste noire finirent par s'éteindre, l'Europe ne fut pas seulement marquée par des rues vides et des familles en deuil. La peste transforma la société de façon qui résonnèrent pendant des siècles, laissant des héritages bien au-delà de l'horreur immédiate de la mort. Des systèmes entiers, santé, conception des villes, savoir médical, furent tous profondément bouleversés, souvent sans que les survivants n'en mesurent toute l'ampleur à l'époque. L'un des héritages les plus clairs fut la santé publique. Les cités ravagées par la peste mirent en place des mesures pour prévenir de futurs fléaux. Venise, par exemple, institua des stations de quarantaine, isolant navires et voyageurs pendant des semaines avant de leur permettre d'accoster. Le mot même de quarantaine entra dans le langage courant à la suite de ces pratiques. D'autres villes suivirent, comprenant que contrôler les déplacements et surveiller la maladie pouvait littéralement sauver des vies.
Ce n'était pas seulement une question de confinement, c'était le début d'approches systématiques face aux épidémies, précurseur des stratégies modernes de santé publique. La médecine, elle aussi, évolua. L'ampleur des morts révéla les limites des remèdes traditionnels comme les saignées, les sangsues ou les herbes aromatiques. Les médecins comprirent que le savoir devait progresser. Les universités commencèrent à mettre l'accent sur l'observation empirique et la tenue de registres, même si la théorie microbienne restait lointaine. Les médecins de peste, avec leurs masques emblématiques et leurs vêtements protecteurs, devinrent non seulement des symboles de peur, mais aussi d'expérimentation et d'adaptation. Leurs outils et méthodes, étranges pour nous aujourd'hui, représentaient un effort précoce pour protéger les soignants et ralentir la contagion, un legs pratique qui inspira les pratiques médicales futures. L'urbanisme porta également la marque de la catastrophe. Les villes comprirent que surpopulation, mauvaises conditions sanitaires ou eaux polluées rendaient les populations extrêmement vulnérables. Les rues furent élargies, les fontaines publiques améliorées et des systèmes de gestion des déchets développés en réponse aux désastres. Les espaces s'ouverts, une meilleure aération des maisons et la séparation des zones résidentielles et commerciales devinrent progressivement des priorités. Les réformes urbaines inspirées par la peste n'étaient pas qu'esthétiques, c'étaient des stratégies de survie, posant les bases de la planification moderne des villes. Certains historiens estiment que sans la peste noire, bien des cités européennes seraient restées étroites, insalubres et beaucoup plus vulnérables aux épidémies futures. Sur le plan social et économique, les héritages étaient imbriqués. Les pénuries de main-d'œuvre causées par la mortalité de masse donnèrent aux paysans et ouvriers survivants un nouveau pouvoir, accélérant les changements salariaux et ébranlant les structures féodales rigides. Les villes investirent dans les infrastructures pour protéger leurs forces de travail, reliant la survie économique aux améliorations urbaines. Parallèlement, autorités civiles et ecclésiastiques commencèrent à considérer la santé publique comme une responsabilité à la fois morale et politique. Règlements, tenues de registres et premiers conseils de santé apparurent, posant des précédents pour la gouvernance moderne. Fait intéressant, les héritages culturels se mêlèrent à ces mesures pratiques. L'art, la littérature et le folklore reflétaient une conscience accrue de la mortalité et de la maladie. Des illustrations macabres de la danse macabre aux récits de survie héroïque, les sociétés intégrèrent des leçons de vulnérabilité et de résilience. Même aujourd'hui, notre compréhension de la contagion, de l'isolement et de la sécurité urbaine fait écho à ces intuitions médiévales. Les pratiques d'isolement lors d'épidémies, la surveillance des déplacements et l'hygiène quotidienne sont toutes héritées des stratégies nées de l'expérience de la peste noire. Pourtant, certains héritages furent plus subtils. La peste força les communautés à valoriser le savoir et l'observation plus que la superstition, même si les progrès restaient lents. L'astrologie et les remèdes magiques persistèrent, mais les graines de la recherche rationnelle avaient été semées. L'idée qu'une maladie pouvait être étudiée, gérée et atténuée devint un socle de la pensée scientifique, influençant la médecine jusqu'à la Renaissance et au-delà. La peste noire laissa l'Europe meurtrie, mais son héritage inspira aussi des innovations qui sauvèrent d'innombrables vies par la suite. Protocoles de santé publique, pratiques médicales et réformes urbaines, nées de la tragédie, devinrent des héritages durables. Ils rappellent ce que même les événements les plus sombres peuvent déclencher des transformations, que les sociétés humaines savent s'adapter et que survivre ne consiste pas seulement à traverser une crise, mais à en tirer des leçons, bâtir des structures et des systèmes qui nous rendent plus forts. Les échos de la peste se retrouvent encore aujourd'hui dans la manière dont nous concevons nos villes, abordons la médecine et pensons la santé collective. Mythes, idées fausses et controverses qui persistent aujourd'hui. Dans les villes d'Europe, de Florence à Londres, les morts furent si nombreux qu'il semblait impossible d'en saisir l'ampleur. Pourtant, les récits qui nous sont parvenus mêlent souvent réalité et fiction. Même des siècles plus tard, la peste noire projette encore une longue ombre, non seulement dans les livres d'histoire, mais aussi dans les mythes et les controverses qui refusent de disparaître. On croit la connaître, des rats, des puces et une mort implacable. Si c'est en partie vrai, la réalité était bien plus complexe, et une grande partie de ce que nous savons aujourd'hui est simplifiée ou inexacte. Les recherches modernes montrent que les puces et poux humains, pas seulement les rats, jouèrent un rôle majeur dans la propagation. La vie quotidienne,
les rues bondées et l'hygiène précaire furent aussi mortels que n'importe quel animal, faisant de cette épidémie un problème profondément humain. Certains mythes concernant l'ampleur des morts persistent aussi. On affirme souvent que la peste tua la moitié de l'Europe, mais la vérité fut bien plus inégale. À Florence en 1348, des chroniqueurs comme Giovanni Boccaccio décrivaient ceux des familles entières, emportées en quelques jours, tandis que d'autres quartiers connaissaient bien moins de victimes. En revanche, dans de petits villages des Pays-Bas ou des régions isolées d'Islande, seules quelques personnes moururent. La géographie, la chance et les pratiques locales façonnèrent soutenant la survie. Les collines, les rivières et les vents pouvaient ralentir l'infection, et certaines communautés qui imposèrent que des quarantaines volontaires s'en sortirent bien mieux. Ces exemples rappellent que l'histoire n'est jamais uniforme. Elle est désordonnée, imprévisible et faite d'innombrables petites décisions. La peste provoqua aussi une vague de boucs émissaires qui résonnent de façon troublante avec les crises modernes. Les communautés juives de Strasbourg, Mayence et Cologne furent accusées d'empoisonner les puits, entraînant exécutions massives et expulsions forcées. À Avignon, les étrangers et les groupes marginalisés furent accusés de propager la maladie, alimentant violence et paranoïa. Les historiens débattent encore pour savoir si cette persécution était due à la superstition, à l'opportunisme politique ou aux deux. Quoi qu'il en soit, cela révèle une vérité glaçante. La peur peut transformer une catastrophe biologique en désastre social. L'incompréhension des maladies et les accusations dictées par la panique sont des leçons qui résonnent toujours aujourd'hui. La culture populaire a encore plus déformé les perceptions. Les films montrent souvent des villes entières s'effondrant en une nuit, comme si la peste noire avait frappé instantanément et sans distinction. En réalité, les épidémies se développèrent par vagues, sur des mois voire des années. À Marseille, par exemple, des navires venant de ports infectés apportaient la maladie, mais certains quartiers survivaient intacts pendant des semaines. Les survivants apprirent des stratégies, isoler les malades, nettoyer les rues, contrôler les déplacements, qui façonnèrent peu à peu les premières mesures de santé publique. La mort instantanée fait de bons drames, mais elle masque la résilience et l'adaptation humaine tout aussi importantes. La médecine aussi devint source de mythes. Les célèbres médecins de la peste, avec leurs masques en bec remplis d'herbe, étaient surtout symboliques. Leurs costumes et leurs bâtons étaient conçus pour se protéger des miasmes, plutôt que de la bactérie réelle. À Milan et Avignon, les registres montrent que ces médecins étaient souvent impuissants face aux morts, et pourtant leur image persiste dans le folklore, inspirant récits de remèdes secrets et de rituels mystérieux. Aujourd'hui encore, on les idéalise, oubliant que la plupart des traitements étaient inefficaces, et certains même dangereux. Enfin, les chiffres eux-mêmes demeurent controversés. Certaines régions perdirent 70% de leur population, comme dans certaines campagnes italiennes, tandis que d'autres, tels que les villages isolés d'Islande, n'en perdirent que 10%. Les études génétiques modernes continuent d'affiner notre compréhension, montrant que l'immunité, le climat et les réseaux sociaux influencèrent qui vivait et qui mourait. Ces incertitudes maintiennent le débat vivant, rappelant que l'histoire est un puzzle encore en construction. La peste noire est plus qu'un fait historique, elle est mémoire, mythe et avertissement. Ces mystères suscitent encore des débats, ces horreurs inspirent toujours des récits, et ces leçons sur la peur, la désinformation et la survie restent d'une brûlante actualité. En remettant en question les mythes et en allant au-delà des rats, des masques et des légendes, on obtient une compréhension plus profonde et plus humaine de ce que signifiait endurer l'une des crises les plus sombres de l'histoire.